Marie-Christine, bonjour. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Nous abordons aujourd'hui le prêt d'argent à un proche, ça arrive souvent. Marie-Christine, pourquoi ce sujet? Bien, tout simplement parce qu'il n'y a rien de plus naturel que d'aider un enfant ou un proche. Donc le prêt d'argent est une opération extrêmement courante, soit au sein de la famille, soit dans un cadre amical. Mais cela peut tourner au cauchemar. Il se peut que l'emprunteur ne rembourse pas. Quelles précautions faut-il prendre pour éviter que le service rendu ne tourne au cauchemar? Bien, la première des précautions est de rédiger un écrit. Alors, cet écrit pourra être soit un contrat de prêt, soit une reconnaissance de dette, qui sera nécessairement rédigé en double exemplaire. Il y sera mentionné l'état civil du prêteur, l'état civil de l'emprunteur, la date, le montant de la somme empruntée en chiffres et en lettres, le moyen de paiement utilisé, est-ce que ce prêt s'est fait en remettant une somme d'argent en espèces ou est-ce qu'au contraire, on a fait un virement ou un chèque? Donc, je vais indiquer toutes ces précisions dans l'acte. La date et les conditions du remboursement, éventuellement un échéancier. Et bien entendu, ce document doit être signé de la part de l'emprunteur et du prêteur, lequel reconnaît avoir prêté cette somme d'argent. Si cette reconnaissance de dette ne mentionne pas la date exacte du remboursement, le prêt est supposé remboursable à la première demande du prêteur. Donc, bien préciser la date de remboursement. À défaut, le prêteur pourra exiger son dû comme bon lui semble. Ensuite, chacune des parties aura intérêt à ce que les modalités de remboursement soient clairement précisées. De la même manière, on précisera si le prêt est accordé avec ou sans intérêt. Si c'est avec intérêt, le taux en sera chiffré. Et encore une fois, si rien n'est dit concernant ce taux, eh bien, l'opération sera présumée effectuée au taux de l'intérêt en vigueur, de l'intérêt légal en vigueur au jour de la signature. Si la reconnaissance de dette n'a pas été correctement rédigée, il sera quasiment impossible, alors j'y reviendrai, il sera quasiment impossible de récupérer l'argent prêté. En effet, la jurisprudence considère qu'un transfert d'argent entre deux personnes n'établit pas l'existence d'un prêt. Donc ce n'est pas parce que j'ai fait un chèque à quelqu'un que cela signifie que j'ai effectivement prêté de l'argent à cette personne. Une deuxième précaution, ce sera de faire enregistrer cette reconnaissance de dette ou le contrat de prêt à la recette des impôts. Alors, le service n'est pas gratuit, je vous l'accorde, le coût sera de 125 euros, mais cette formalité permettra tout d'abord de donner date certaine à l'acte, c'est-à-dire que j'enregistre immédiatement après l'acte, donc je sais que le contrat a été passé juste avant, et de plus, elle permet aussi de prévenir les soupçons du fisc en termes de donation déguisée, en quelque sorte. Attention, je vais y revenir dessus ensuite. Au-dessus d'un prêt de 5 000 euros, il faudra déclarer, c'est une obligation, il y aura des sanctions si ce n'est pas fait, il faudra déclarer le prêt au service des impôts. D'accord. Donc, c'est encore très très précis dans les précautions qu'il faut prendre. Est-ce que les précautions justement à prendre sont les mêmes suivant le montant des sommes prêtées? Non, les précautions ne sont pas les mêmes. Donc, on va avoir un premier palier à 1500 euros, un deuxième palier à 5000 euros. Tout d'abord, au-dessus d'un montant de 1500 euros, la rédaction d'un acte précisant les modalités de remboursement est obligatoire. Donc, ce n'est donc plus une précaution, mais une véritable obligation. Cet écrit sera en principe, au-delà de 1500 euros, la seule façon, d'une part, de prouver l'existence du prêt et d'autre part, de vous faire rembourser dans le cas où l'emprunteur mettrait de la mauvaise foi à vous rendre les sommes qui sont dues. Ensuite, au-dessus de 5 000 euros, pardon, cela entraîne des obligations fiscales déclaratives. Avant septembre 2020, on était à une somme de 760 euros, c'est-à-dire qu'au-delà de 760 euros,
j'avais jusqu'en 2020, septembre 2020, l'obligation de déclarer le prêt au fisc. Attention, je parle de 5 000 euros. Attention, lorsque plusieurs contrats de prêt d'un montant unitaire inférieur à 5 000 euros sont conclus au cours d'une même année au nom d'un même emprunteur ou d'un même prêteur, et que le total en fin d'année dépasse ces 5 000 euros, tous les contrats, donc un contrat de 1 000 euros plus un contrat de 1 000 jusqu'à 5 000, tous ces contrats devront être déclarés au fisc, et la non-déclaration entraîne, ou une déclaration erronée, entraîne une amende de 150 euros. Donc tout prêteur, tout emprunteur qui est amené en une ou plusieurs fois au cours d'une même année à prêter ou à recevoir 5 000 euros doit en faire la déclaration au fisc. Ensuite, si le prêt a été fait avec intérêt, l'emprunteur a l'obligation de déclarer ses revenus, cet intérêt, dans les revenus déclarables. Le prêt étant déclaré, le fisc ne pourra pas, en principe, y voir une donation manuelle. Bien entendu, l'emprunt devra être remboursé. S'il ne l'était pas, on bascule sur l'idée de don manuel. À défaut, donc, on considérerait qu'il s'agit d'une donation. Et le fisc taxerait au titre des donations. Qu'est-ce que vous appelez une donation manuelle? Le fait de donner de la main à la main. D'accord. Donc, je ne peux pas, alors hormis le cadeau, on l'avait vu lors de nos précédentes chroniques, hormis le cadeau d'usage, dès lors que je donne quelque chose à quelqu'un, hormis ce présent d'usage, anniversaire, fête, naissance, etc., je suis tenue de déclarer. Que faire en cas de non-remboursement? Bien, dans un premier temps, adresser une mise en demeure à notre emprunteur pour lui rappeler ses obligations, donc mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception. Puis, si la situation perdurait, envisager une médiation et, en cas d'échec, saisir le tribunal judiciaire. Donc, pour un prêt inférieur à 1 500 euros, on a vu ces différents paliers. Pour un prêt inférieur à 1 500 euros, la preuve pourra être rapportée par tout moyen, l'écrit, le témoignage, le serment, l'aveu, ce qu'on avait vu les précédentes Mmh. fois. En revanche, pour un prêt supérieur à 1 500 euros, il me faudra un écrit. Alors attention, il y a la règle et puis il y a toujours les exceptions. Cependant, à titre d'exception, on pourrait être dispensé de cette preuve écrite s'il existe un commencement de preuve par écrit. Ce commencement de preuve par écrit, c'est peut-être cette reconnaissance de dette qu'on a mal rédigée et qui ne pourra pas valoir comme reconnaissance de dette, mais comme un simple commencement de preuve par écrit. Je sous-signais Pierre, reconnais que tu m'as bien prêté de l'argent. C'est pas une reconnaissance de dette parce que des pierres, il en existe plusieurs et Il n'y a tu pas m'as le bien montant, prêté. oui. Mmh. Il n'y a pas le montant, il n'y a pas forcément la date. Donc, cela ne vaut pas comme contrat de prêt ou reconnaissance de dette, mais le juge pourrait éventuellement, alors là, dans mon exemple, je suis à l'extrême, ça me semble quand même très contestable de le reconnaître comme un commencement de preuve, mais pourquoi pas? Donc, le juge pourrait tenir compte pour un prêt supérieur à 1 500 euros, pour lequel on n'a pas un écrit en bonne et due forme, ou on n'a pas d'écrit du tout, de ce commencement de preuve par écrit, si tant est que cet écrit émane bien de la personne qui est le débiteur, donc de l'adversaire, et qui rend vraisemblable la prétention de celui qui l'invoque. Le juge pourra également admettre le fait qu'il n'y ait pas d'écrit en raison d'une impossibilité morale ou d'une impossibilité matérielle. J'ai été victime d'un incendie, tous mes biens ont été détruits, bien entendu que la reconnaissance de dette a été détruite. Et là, on admettrait la preuve par tout moyen, le juge admettrait la preuve par tout moyen. Ou encore l'impossibilité morale, c'est-à-dire qu'en raison des relations qui nous unissaient, il n'était pas logique en quelque sorte de dresser un écrit. On ne va pas dresser un écrit entre frères et sœurs.
par exemple. Donc, impossibilité matérielle ou morale qui ferait que l'on admettrait la preuve par tout moyen. Dans ce cas, faut-il encore que cette impossibilité soit admise par le juge. À défaut, eh bien, malheureusement, je ne pourrai pas demander le remboursement de ces 1 500 euros. D'accord. Alors, vous parliez tout à l'heure du taux légal, du montant du taux légal. Quel est le montant du taux légal pour un prêt? Quels sont ses intérêts? On le trouve où? On va le retrouver sur différents sites. Donc, il suffit, alors je ne le connais pas par cœur, je sais que les taux ont énormément évolué avec la crise, donc on retrouve aisément en tapant dans son moteur de recherche le taux légal en question. D'accord. Qu'en serait-il en cas de décès de l'emprunteur? Bien, en cas de décès de l'emprunteur, la dette n'est pas éteinte, la dette sera transmise aux héritiers et elle sera inscrite au passif de la succession. D'accord. Si vous avez des questions sur cet aspect-là que nous venons d'évoquer ou sur d'autres, vous n'hésitez pas, contact@42tv.fr. Quel est le sujet que nous allons aborder, Marie-Christine, la semaine prochaine? Un sujet peut-être un peu plus délicat, mais auquel on peut songer à différents moments de sa vie, pour différentes raisons. Le sujet du testament, rédiger un testament. Est-ce qu'on peut le rédiger à plusieurs? Est-ce que je peux le taper sur mon ordinateur? Est-ce que je suis tenue de passer par un notaire? Il y a plein de questions qui se posent en la matière. Alors, c'est une question qu'on avait déjà abordée un petit peu et on a dit de prendre des précautions, ça ne fait pas mourir. Tout à fait, exactement. Très bien. Marie-Christine, je vous souhaite une bonne semaine. Très bonne semaine à tous. Bonne semaine, Thierry. Bonne semaine à tous.